Chou. Je m'appelle Paul Ferlin. Je suis aujourd'hui retraité, mais pendant toute ma carrière, je me suis occupé d'eau. Je me suis occupé notamment des rivières de l'ex-Haute-Normandie. Et à ce titre, je connaissais particulièrement bien le fleuve Seine. De formation, je suis hydrobiologiste, c'est-à-dire que j'étais spécialisé sur l'inventaire de la pollution à partir des êtres vivants qui vivent dans la Seine. Donc je connaissais en particulier les invertébrés aquatiques, toutes les larves d'insectes, les vers, etc. Je connaissais également assez bien les peuplements et les populations de poissons qui fréquentent la Seine. Alors on est à un endroit qui est quand même assez particulier ici à Pose, puisqu'on est au pied du barrage de Pose, qui est un barrage qui a été construit vers les années 1880. Et ce barrage constitue aujourd'hui la limite amont de l'estuaire de la Seine. Alors, la Seine se jette dans la Manche à 170 km d'ici. Donc, c'est un barrage dont le franchissement est difficile, notamment pour les espèces qui vivent dans la Seine. Et depuis l'époque, donc fin du 19e siècle, le barrage de Pose a toujours constitué un obstacle à la libre circulation des poissons. En particulier, avant les grandes années de pollution et de dégradation des habitats de la Seine, c'était un fleuve qui était fréquenté par des grands poissons migrateurs, comme le saumon, la truite de mer. On y trouvait aussi, au début du 19e, des poissons comme l'esturgeon. Ces poissons, notamment l'esturgeon, a disparu depuis quelques décennies. Par contre, la Seine est toujours fréquentée par les grands salmonidés migrateurs comme la truite de mer ou le saumon. Donc ils sont aujourd'hui plus ou moins bloqués au pied du barrage et ne peuvent pas regagner facilement leur période, leurs aires, leur site de reproduction. Ce sont souvent des fonds caillouteux dans des petites rivières affluentes de la Seine. Aujourd'hui, on a quand même progressé, puisque c'était un blocage complet. On a construit, avec d'autres aménagements, puisqu'il y a une centrale hydroélectrique, il y a 4 turbines sur Pose. On a construit donc, à l'époque, donc c'était vers les années 70-80, une passe à poissons pour accompagner les migrations vers l'amont. Donc ça, c'était le premier ouvrage qui a été construit. Puis là, tout récemment, c'est-à-dire l'an dernier, une autre passe a été construite. Donc la première est en rive gauche, la seconde est en rive droite. La deuxième passe a été construite sur l'ouvrage de VNF, Voies navigables de France, pour permettre donc un meilleur passage des poissons migrateurs. Donc aujourd'hui, on retrouve par exemple de la truite de mer dans des affluents importants comme l'Oise. Récemment a été pêchée une truite de mer à une trentaine de kilomètres de la confluence avec la Seine, ce qui montre bien que les poissons remontent maintenant. Bon, ils ne remontent pas comme ils remontaient par le passé, puisqu'il y a d'autres, disons, perturbations ou altérations de l'habitat, mais les progrès sont certains. Les altérations de l'habitat sont liées à des aménagements faits pour permettre les activités de l'homme. En particulier, la Seine est caractérisée depuis, depuis avant le XVIIIe siècle par la navigation. Et au fil du temps, c'est-à-dire au XIXe, au XXe surtout, et encore aujourd'hui, il y a des aménagements qui sont conduits pour faciliter l'aménagement
enfin faciliter la navigation. Et ces travaux consistent essentiellement à l'endiguement et au creusement du chenal de navigation. Alors on est parti depuis le XVIIe siècle, disons d'un tirant d'eau qui pouvait parfois aller à 2-3 mètres, pas plus, avec des sections qui étaient beaucoup plus profondes, pour se retrouver aujourd'hui avec un canal calibré dont le tirant d'eau jusqu'à Rouen est de 11,70 m. Donc il y a eu vraiment un très fort creusement et un bouleversement des habitats. C'est-à-dire qu'on a fait de la Seine en fait un tuyau pour faciliter en fait la navigation, faire remonter de plus gros navires. Mais en faisant ça aussi, on a provoqué, disons, un besoin d'entretien quasiment permanent du chenal de navigation. C'est-à-dire que pour permettre le passage en continu des bateaux, aussi bien à la remontée qu'à la descente, les gestionnaires, c'est-à-dire les ports, sont obligés de draguer les sédiments qui se déposent dans ce chenal. Ça représente aujourd'hui, quand on regarde tous les l'estuaire, entre 5 et 6 millions de tonnes par an. C'est quand même énorme. Et ces dragages sont soit déposés à terre, dans des chambres de dépôt, soit maintenant un peu réutilisés à d'autres fins, puisque souvent c'est du sable coquillé, des produits de ce type, et qui peuvent être réutilisés dans le BTP par exemple. Et le reste, c'est-à-dire la majorité, notamment sur la partie aval, où on retrouve essentiellement du sable, est clapé en mer. C'est-à-dire qu'il y avait 2 points de clapage récents encore, qui étaient gérés par le port de Rouen, puisque le chenal est entretenu par le port de Rouen, qui était le site du Canic. Et là, récemment, il a été abandonné et un nouveau site a été mis en service qui s'appelle Machu. Alors, le port du Havre, qui est aussi à l'extrême fin de l'estuaire, a également sa problématique de dragage, mais qui concerne essentiellement, disons, la mer proche. C'est-à-dire que le port du Havre, maintenant, est toujours obligé d'entretenir son chenal de navigation pour que les bateaux puissent rentrer au port et sortir du port. Il est également contraint maintenant, puisqu'il y a eu une extension importante du port du Havre avec Port 2000, d'entretenir aussi le port 2000 en draguant et en clapant également les sédiments dragués sur un site qui s'appelle Octeville. Les habitats ont donc été complètement dénaturés par ces changements morphologiques de la section mouillée. Ça a causé donc la disparition de nombreux habitats qui étaient favorables à l'installation de la faune et du poisson, qui pouvait dans certains cas effectuer complètement son cycle biologique dans la Seine. Mais aujourd'hui, ça n'est plus possible complètement. Alors il reste un peu sur les bords de Seine des banquettes, qui sont en fait les vestiges des habitats qui existaient autrefois dans la Seine. Alors quand on regarde sur, disons, les 3 derniers siècles, on a vu donc en fait la Seine se transformer complètement d'un point de vue linéaire. C'est-à-dire qu'il y avait des méandres, il y avait de nombreuses îles, il y avait des brasses secondaires, tout cela a quasiment disparu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quasiment un tuyau qui donc permet certes les activités humaines, mais qui a été très préjudiciable à l'environnement général. Du fait des travaux, on a, disons, supprimé des phénomènes naturels qui existaient comme le mascaret, qui remontait jusqu'à Caudebec avec l'onde de la marée. Alors,
la marée se fait sentir jusqu'à Pose. C'est pour ça qu'on a mis le barrage à cet endroit, où là le marnage, c'est-à-dire la différence de niveau entre la pleine mer et la basse mer, est de l'ordre de 20 à 30 cm. Alors que sur l'aval, il est de quelques mètres. Pour des raisons de navigation, il a bien fallu, parce qu'on avait des profondeurs qui étaient insuffisantes largement pour que la navigation des bateaux plus gros soit possible. Donc le Mascaret, en fait, était un phénomène d'onde de marée qui rentrait dans l'estuaire. Et le fait d'avoir transformé le chenal naturel en un tuyau, le Mascaret a disparu. C'est-à-dire qu'on a plus ce phénomène de survague lié à l'intrusion de la mer. Pauline Hugo, hein, si mes souvenirs sont exacts sur le prénom, c'est une des causes de son décès. C'est-à-dire que l'embarcation sur laquelle ils avaient pris place a été retournée à l'issue du Mascaret. Alors le Mascaret avait quand même, le fonctionnement naturel de l'estuaire avait quand même pas mal d'avantages, puisqu'il procurait en fait des gradients de salinité, des gradients de matière en suspension, de troubles de l'eau, qui étaient progressifs. Hein, donc la salinité remontait quasiment jusqu'à Côte-Bec. On avait un phénomène, un fonctionnement, disons, naturel, qui permettait aux espèces de passer progressivement de la mer, de l'eau de mer à l'eau douce. Alors qu'aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus contraintes. Donc on a aujourd'hui maintenant une problématique qui vient se surajouter à cette altération morphologique de la Seine, c'est la problématique du climat et des conséquences prévisibles de l'élévation du niveau de la mer sur l'écoulement et les débordements de la Seine. Aujourd'hui, on ne sait pas également précisément cerner quelles seront les conséquences, mais il est certain qu'il y en aura, notamment en termes d'élévation des plus hautes eaux, mais aussi à l'inverse en termes de plus basses eaux, puisque le débit de la Seine sera affecté par les conséquences du changement climatique. C'est-à-dire que on est sur un fleuve aujourd'hui qui est assez régulé. Il collecte en fait la pluviométrie qui tombe sur un bassin versant qui fait de l'ordre de 79 000 km². C'est pas rien. La Seine prend sa source sur le plateau de Langres. Donc ça se... la Seine en tout, ça doit faire 780 km à peu près, 775 km. Et on est à 170 km donc de l'estuaire ici. Son débit est de l'ordre à Pose. Je ne vais pas donner le débit à sa source. Le débit donc à Pose est en moyenne sur l'année de l'ordre de 400 m3 secondes. Le débit de crue, il est supérieur à 2000 m3 secondes et les débits d'étiage ce sont les périodes de débit les plus faibles. Ils sont de l'ordre d'une bonne centaine de m3 secondes. Alors, avec le changement climatique, la répartition des pluies et les intensités de pluie vont être modifiées. C'est-à-dire qu'on aura probablement des périodes de pluviométrie comme aujourd'hui beaucoup plus fortes, donc de type orageux, mais à l'inverse on aura des périodes de sécheresse qui seront donc beaucoup plus longues, ce qui fait que les débits de crue risquent d'augmenter ponctuellement, mais les débits d'étiage risquent aussi de sérieusement diminuer. Donc on est face, disons, à ce type de problème dans quelques décennies. On parle de biologie, de biodiversité, mais les conséquences seront également
difficile en matière donc, de changement de débit et d'inondation. C'est clair. Hein, donc on aura probablement lors des périodes de forte intensité pluvieuse un renforcement des inondations avec l'élévation du niveau de la mer et l'intrusion aussi qui sera plus forte des eaux marines. On aura également des phénomènes de surcote, hein, c'est-à-dire qu'on ira au-delà des côtes aujourd'hui connues, donc avec des débordements dans le limageur. Donc aujourd'hui, les solutions qui sont proposées et qu'on commence à mettre en œuvre, sans toutefois aller au bout du raisonnement, c'est de se préserver de ces futures montées des eaux. Donc il s'agit en fait de refaire les aménagements ou l'occupation du limageur, puisque souvent on est dans le limageur, dans des endroits où on sera moins touché. La disparition des espèces est liée bien entendu à la modification des habitats, mais elle est essentiellement due, disons à la période des années 50-70, à l'intense pollution qui régnait dans les eaux de la Seine. Alors, bon, rapidement, hein, on est face au barrage de Pose. À l'époque où j'ai pris mes activités, il était fréquent de voir au barrage de Pose des mètres de hauteur de mousse qui étaient liés donc à la présence de détergents en excès dans les eaux. Donc ça faisait des mousses qui se volaient hein, jusqu'à plusieurs centaines de mètres en aval du barrage de Pose. Alors, autre aspect de cette pollution qui était lié essentiellement ici à la région parisienne, puisque on est le réceptacle à Pose de la région parisienne, c'est-à-dire qu'il y a entre 17 et 20 millions, 21 millions d'habitants qui se déversent dans la Seine. Et à l'époque, donc vers les années 50, 60, l'épuration n'était que peu développée et les rendements épuratoires des stations d'épuration qui étaient en place ne permettaient pas de conserver la qualité, une qualité correcte des eaux de la Seine. Donc il était fréquent à cette époque d'avoir ce qu'on appelle des anoxies. Hein, il n'y avait plus d'oxygène dans la Seine et il y avait donc un excès de matière organique, un excès d'ammoniac, d'ammonium, qui faisait que l'eau était toxique pour la plupart des êtres vivants. En plus, d'un point de vue microbiologique, c'était une qualité d'eau qui ne permettait absolument aucun usage. Il a été donc dans le cadre d'objectifs de qualité progressivement mis en place des stations d'épuration, notamment sur la région parisienne, pour améliorer cette qualité. Et cette qualité s'est améliorée progressivement à partir des années 70. La loi sur l'eau, elle date de 64, hein, qui a décidé de l'inventaire national de la pollution et de la lutte contre la pollution. Et c'est réellement vers les années 70 qu'on a commencé à prendre le taureau par les cornes, à fixer des objectifs de qualité. Alors, il y a eu des investissements très très lourds qui ont été réalisés sur la région parisienne et sur pas mal de grosses agglomérations qui sont situées sur des affluents, qui ont permis donc d'améliorer significativement la qualité des eaux, notamment vis-à-vis de l'oxygène. Alors, vers les années 50-60, il n'était pas rare, on l'a connu aussi malgré tout pendant les années 70, les accidents, il n'était pas rare de voir du poisson mort, et plusieurs tonnes. Je me souviens des années, des dernières grosses pollutions vers les années 70-75, où on avait des dizaines de tonnes de poissons morts qui dérivaient sur la région de Rouen, etc. Et ces mortalités énormes prouvaient déjà qu'il y avait encore du poisson dans la Seine, mais prouvaient que
la qualité n'était pas suffisante. Alors, au fil des investissements, on est arrivé maintenant vers, disons, au XXIe siècle, c'est-à-dire vers les années 2000-2010, à retrouver une qualité d'eau satisfaisante, je dis bien, des eaux de la Seine, qui permet de nouveau une vie normale la majorité des espèces de poissons qu'on trouvait il y a quelque temps dans la Seine. La majorité des espèces vit, mais elles n'accomplissent pas forcément la totalité de leur cycle biologique. Alors aujourd'hui, on a plus d'une quarantaine d'espèces de poissons dans la Seine. C'est quand même bon, un signe encourageant. On a également retrouvé des espèces emblématiques, puisque à nouveau, et notamment dans la passe à poissons de Pose, on voit passer de la truite de mer, on voit passer quelques saumons, on voit passer de l'anguille. Alors l'anguille est une espèce protégée aujourd'hui par un règlement européen, bon je ne vais pas entrer dans le détail, mais ce sont des signes encourageants qui font que il ne faut pas s'arrêter aujourd'hui en si bon chemin, il faut continuer à progresser pour que ces poissons, notamment, puissent redérouler leur cycle biologique normalement. En termes de déroulement de leur cycle biologique, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus, prenons par exemple les poissons blancs, les cyclinidés d'eau douce, ils n'ont plus de conditions de reproduction parce qu'ils ne trouvent plus les habitats sur lesquels ils se reproduisent habituellement, c'est-à-dire qu'ils pondent par exemple sur des végétaux. Le fait que les vitesses soient très élevées, que le trouble de l'eau soit important, fait qu'ils ne peuvent plus se reproduire. En fait, elles n'ont pas disparu complètement malgré la pollution. C'est-à-dire qu'il y a donc des populations qui se sont réfugiés dans des endroits qui étaient, disons, acceptables pour eux. Alors c'est lié aussi au fait qu'il y a toujours quelques communications avec des annexes fluviales. Il y a des communications aussi avec donc des gravières qui ont été créées pour exploiter du granulat. Il y a aussi le fait que ces espèces se réfugiaient aussi dans les affluents moins pollués. Et donc, à partir de tous ces endroits, ils ont essaimé à nouveau dans la Seine, où, retrouvant des conditions meilleures, ils ont pu, disons, croître en biomasse. En espèces nouvelles, bon, on a, en fait, c'est... Bon, les peuplements de la Seine sont en fait des peuplements liés à l'histoire de la Seine. C'est-à-dire que le nombre d'espèces a augmenté au fil du temps avec, disons, notamment les activités humaines, les aménagements humains qui ont permis le transfert de certaines espèces vers la Seine. On a également, donc, par ce même biais, introduit des espèces non indigènes dans l'estuaire de la Seine. On avait à une époque des proliférations d'une moule qui s'appelle Dreissenia polymorpha, la moule zébrée, qui était très importante sur la Seine. Et on se rendait compte de ces populations quand l'oxygène tombait à zéro parce qu'elles mouraient tous. Voilà. Alors, en espèces nouvelles, il y en a, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a des espèces non indigènes qui arrivent aujourd'hui par la mer. Et ce sont des espèces amphihalines, c'est-à-dire que ce sont des espèces qui tolèrent les milieux salés et les milieux d'eau douce, donc qui voyagent dans cette zone. On a des espèces donc non indigènes, exotiques, qui donc commencent à s'installer au détriment d'autres espèces et qui occupent aussi les habitats résiduels des espèces indigènes. Alors c'est un des soucis du changement climatique, puisque en dehors des variations de débit, il y aura aussi des modifications de la salinité liées
à l'intrusion saline qui ne se fera plus de la même manière. Il y aura aussi de nouvelles espèces liées au changement de température. Alors, on parle là des poissons, on peut parler aussi de la même manière des invertébrés, on peut parler aussi de la même manière de la flore. Les comportements seront similaires. Malheureusement, on est assez démunis. Et aujourd'hui, disons, on n'a pas de solution pour limiter l'implantation des nouvelles espèces. D'autant plus que dans le contexte économique mondialisé, on a de nombreux bateaux qui viennent de l'extérieur, qui viennent chez nous, qui font du débalassage, etc. Et on se retrouve avec des espèces qu'on n'avait jamais vues et qui sont vraiment exotiques. Dans le port du Havre, je connais une association qui s'appelle Port Vivant, qui est spécialisée dans les inventaires d'espèces invertébrées du bateau dans les bassins du port du Havre. Ils trouvent de plus en plus d'espèces non indigènes. On a par exemple du crabe chinois à Rouen, dans les bassins du port. C'est quand même assez étonnant, mais il est là. On a là aussi une gobie, enfin c'est un chabot, vous voyez ce que c'est un poisson de mer en fait, qui est arrivé, c'est la gobie à tache noire, qui est un poisson en fait prédateur qui mange les œufs, enfin le frais, des autres poissons. Et donc on en a à Rouen. Donc voilà, on n'a pas de solution aujourd'hui pour limiter ces nouvelles implantations. Aujourd'hui on laisse faire. Il est clair, on laisse faire. Bon, il y aura probablement des régulations, des autorégulations, puisque bon, en milieu terrestre, on voit que certaines espèces non indigènes se régulent au fil du temps. Alors il faut espérer que ça se passera également pour des espèces indésirables. Alors bon, les solutions qu'on recherche aujourd'hui, c'est des solutions, enfin vis-à-vis des conséquences du changement climatique, c'est des solutions plutôt d'atténuation des conséquences. Disons l'aménagement de la Seine et les activités humaines, le commerce, etc., ont fait que, à partir du 19e, se sont implantées de nombreuses activités industrielles. La Seine était caractérisée donc au XXe siècle par de nombreuses industries très polluantes. C'est-à-dire que sur l'estuaire, on avait par exemple des grosses papeteries, on avait des fabrications d'engrais, toute la pétrochimie avec les autres industries qui sont liées à la pétrochimie. Donc on avait par exemple l'industrie du plastique qui s'est développée fortement et des dérivés du pétrole. Donc tout ça, ça a causé de nombreuses pollutions qu'il a fallu diminuer progressivement. Ça c'était vers les années 70, on avait un état de pollution industrielle en Seine dont aujourd'hui il reste des traces. C'est-à-dire qu'on a toujours en estuaire de la Seine des pollutions historiques rémanentes. Ah oui, on a disons des masses d'eau. Les masses d'eau souterraines, par exemple, au niveau de Rouen, sont atteintes fortement par la pollution industrielle historique. On a un bel exemple, c'est que les forages de la Chapelle, par exemple, qui alimentent une partie de Rouen en eau potable, sont précarisés par le fait qu'il y a des pollutions résiduelles dans la nappe qui est prélevée pour faire de l'eau potable. Alors là, ce sont, disons, des usines qui faisaient des engrais, des produits chimiques, on l'avait en particulier là en aval, des fabriques de produits phytosanitaires, pesticides, etc., des colorants,
colorants azoïques, et c'est une des causes de la pollution des captages de la Chapelle. Alors, toutes ces pollutions, elles ont régressé parce qu'à partir des années 70, on a mis en place des stations d'épuration adaptées. Parce qu'à chaque type de pollution, il y a une station d'épuration. Néanmoins, il n'est jamais possible d'épurer complètement les eaux usées industrielles. Et il y a toujours des traces de contaminants dans les rejets, même épurés. C'est identique pour les eaux domestiques. Alors, les rejets qui étaient effectués à l'époque ont contaminé notamment les sédiments. Il y avait donc aussi de l'industrie métallurgique qui faisait des traitements de surface, y compris sur certains affluents. Et donc les sédiments de la Seine, vers les années 70-80, étaient fortement contaminés. Fortement, hein. Quand je dis fortement, c'est-à-dire que les valeurs, par exemple en métaux lourds, que l'on trouvait dans les sédiments de la Seine, faisaient que ces sédiments ne pouvaient être utilisés à aucune autre chose quand on les draguait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a clapé pendant une époque ces sédiments en mer. Et après, bon, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, on a une chaîne trophique, notamment des poissons, qui soient encore contaminés dans la Seine. Bon, par exemple, sur la Seine, il est encore, dans l'estuaire, il est encore interdit de pêcher l'anguille pour la consommation. La sardine est également touchée, il faut le savoir. Alors, ils sont touchés notamment par des métaux, mais également par des composés organiques, comme les polychlorobiphéniles, PCB. Hein. Les PCB donc, ont contaminé, venant des sédiments, ont contaminé toute la chaîne trophique et qui rendent donc cette contamination et accumulation fait que ça rend impropre la chair des poissons à la consommation. L'accentuation en fait est liée à l'augmentation de la production. Hein. Bon, prenons un exemple. On avait l'Aubette dans le centre de Rouen, hein, ça débouche face à la région, hein, du côté du CHU. L'Aubette, encore vers les années 70, était très contaminée par les blanchisseries, donc ça changeait de couleur, mais également par une industrie qui était très polluante, qui était la tannerie. Donc disons, au XVIIe, hein, au XVIe siècle, on a fait aussi de la tannerie, mais disons, les quantités traitées étaient beaucoup moindres. Hein. Au plus on a augmenté la production, au plus on a pollué. Alors, les progrès en matière de dépollution industrielle ont été remarquables. Remarquables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport aux années 70, la contamination des sédiments de la Seine est sous les seuils réglementaires. Donc c'est quand même des progrès exceptionnels. Alors c'est dû à plusieurs choses. Bien sûr, on a épuré, mais également on a délocalisé de nombreuses activités vers l'étranger, où la pollution sévit maintenant. Alors, bon, en 70, les rivières de Rouen, hein, affluentes de la Seine, étaient tous colorées. J'ai connu le Cailly, passer du bleu au rouge, à toutes les couleurs. Le Cailly, il y avait des industries textiles qui faisaient de la teinture. Et donc, au fil du temps, vous voyez la couleur des eaux du Cailly changer en fonction des bains de teinture qu'on déversait. Tout ça, c'est fait au Maroc, ou maintenant encore plus loin. En fait, la Seine, donc, à l'entrée dans le département de l'Eure, bah, c'est la Seine en aval de Paris. Donc sa qualité dépend directement de Paris. Donc quand il se passe quelque chose à Paris, les eaux de la Seine qui rentrent dans le département de l'Eure sont marquées par... Alors c'est là où les progrès sont vraiment considérables, parce que maintenant on peut dire que, sauf en pluie, les
17-18 millions d'habitants de l'agglomération parisienne sont épurés à des niveaux qui sont suffisants pour garantir une qualité d'eau dans le département de l'Eure. Bien entendu, on ne peut pas encore s'y baigner. Et je pense qu'il n'est pas envisageable qu'on s'y baigne pour les Jeux Olympiques. Il faudra, je pense, disons, quelques dérogations pour qu'on puisse s'y baigner. Alors pourquoi? C'est qu'on épure bien sûr, mais compte tenu, disons, des dysfonctionnements des stations d'épuration liés à la pluviométrie, on a des débordements toujours d'eau usée, non traitée. À Paris, ça se passe encore. Et bon, les volumes déversés sont tels que la dilution n'est pas suffisante pour assurer une bonne qualité. Dans le département de l'Eure, on a quand même quelques pollutions assez importantes. Bon, au niveau de Vernon, on a quelques pollutions importantes qui sont liées toujours à l'industrie, à l'agglomération aussi de Vernon. Mais l'essentiel des pollutions que j'ai connues sur le département de l'Eure et les affluents de la Seine venaient principalement de rivières comme l'Iton qui passe à Évreux. Là, on avait sur Évreux notamment des traiteurs de surface, des usines qui traitaient des métaux, souvent des métaux précieux, et on retrouvait en particulier dans les eaux et dans les sédiments de l'Iton des métaux comme le cadmium, le nickel, le chrome, le zinc, voilà. Bon, et bien entendu, avec le charriage des sédiments de l'amont vers l'aval, on retrouvait tout ça en Seine. Alors, ça passait aussi par l'Eure, la rivière Eure, qui est également une rivière qui est en état, disons, exceptionnel, depuis, en fait, la région de Chartres, Dreux, puis le Vaudreuil, où il y a aussi pas mal d'industrie. Mais globalement, bon, sur la rivière Eure, ça s'est amélioré comme pour la Seine. Donc on est dans le bon, dans la bonne direction. Si je pouvais, disons, prendre une image, vers les années 70, vraiment, la qualité était très mauvaise. Aujourd'hui, elle est moins mauvaise. Mais on reste toujours quand même dans un état qui n'est pas conforme aux objectifs qu'on s'est fixés.